Bonjour. Mon rôle est surtout de présenter quelques notions pour qu'on partage ensuite quelques références communes sur les témoignages qu'on va entendre tout à l'heure. Donc, comme il y a peut-être, et je l'espère parmi vous, des nouveaux qui ne sont pas des familiers des conférences de l'ICSI, je commence par deux diapositives pour faire allusion à notre référentiel habituel, et puis ensuite on parlera des collectifs. Donc en matière de sécurité, évidemment, avant la conception d'une installation et avant la conception de son organisation, il y a beaucoup de gens qui travaillent à anticiper ce qui va se passer et qui donc font l'hypothèse des situations qui vont se dérouler, donc des contextes dans lesquels se dérouleront les opérations, et en fonction du résultat qui est visé, décident des conduites qui doivent être prescrites dans ces cas-là. Et dans la vraie vie, le contexte n'est jamais exactement celui qui était prévu. Et donc, si on veut obtenir à peu près le résultat qui était attendu, ça veut dire que c'est l'activité humaine qui va s'adapter pour gérer les situations et gérer les écarts par rapport au contexte qui était le contexte supposé. Si on transpose ça en matière de sécurité, ça veut dire que les deux composantes, il y a déjà eu une allusion tout à l'heure dans la présentation de M. Langlois, les deux composantes de la sécurité, c'est d'un côté le fait qu'on a anticipé le plus de situations possibles et qu'on a mis en place des règles, des automatismes, des procédures, des barrières pour faire face aux situations qu'il était possible d'anticiper. Et puis, en temps réel, s'il y a des écarts par rapport à ce qu'on a été capable d'anticiper, c'est l'intelligence des femmes et des hommes qui sont là ce jour-là, leurs compétences, qui vont permettre de faire face les individus avec leurs compétences, mais aussi les collectifs, l'histoire des collectifs, qui est une histoire de gestion des situations. Et évidemment, le travail de l'ICSI et de la FONCSI, c'est de contribuer avec vous à développer une culture de sécurité intégrée, c'est-à-dire une culture de cohabitation harmonieuse entre cette dimension réglée et la dimension gérée qui permet la vie quotidienne. Et évidemment, ça suppose d'accepter que chacun n'a qu'une part des connaissances qui sont nécessaires pour assurer la sécurité. Et une culture de sécurité intégrée, c'est une culture des débats, de la confrontation au meilleur sens du terme, entre les points de vue et les pratiques. Donc j'en arrive au travail collectif. L'objectif des planches qui suivent, c'est de faire quelques distinctions, et notamment entre travail collectif et collectif de travail. Donc l'idée de travail collectif, c'est qu'il y a des différentes personnes qui vont contribuer à la réalisation d'un but commun à moyen terme, par exemple construire un immeuble. Et le travail collectif, ça peut se passer dans le même lieu ou ça peut se passer dans des lieux différents. C'est le but qui est partagé. Et dans le temps, ces différentes personnes vont avoir à travailler ensemble pour atteindre un même but. Alors évidemment, ce qui est important, on l'a vu sur l'embarcation qui vient de me précéder, c'est qu'il y a des interdépendances entre elles et que chacune a besoin, généralement, d'en savoir assez du travail de l'autre pour pouvoir coopérer. On a beaucoup d'accidents où la difficulté est venue du fait que chacun n'en savait pas assez du travail des autres et a interprété une situation en pensant savoir ce qui se passait, alors qu'en fait, ce n'était pas la bonne interprétation. Et comme on l'a vu avec les navigateurs, les personnes qui collaborent ont besoin de se coordonner, de coopérer, de s'ajuster, et elles le font avec des indices qui sont des indices inscrits dans le corps. La perception de la baume qui va passer de l'autre côté, c'est évidemment une perception corporelle. Voilà. Et tout ça est nécessaire pour pouvoir traiter à la fois ce qui était prévu, mais aussi les situations qui n'ont pas été anticipées par l'organisation et dans lesquelles il faut réagir tous ensemble. Voilà, donc c'était le travail collectif, possiblement dans différents lieux et dans différents moments. Maintenant, de quoi on parle quand on parle de collectif de travail? Il y a beaucoup de travail collectif sans collectif de travail. Collectif de travail, c'est différents travailleurs qui vont échanger, qui vont réfléchir ensemble sur les situations qu'ils rencontrent, sur les difficultés rencontrées,
sur les manières de faire de chacun et sur la meilleure manière de faire en général. Mais un collectif, ce n'est pas additif. Hein. Dans un collectif, il y a des controverses. Moi, j'ai fait comme ça. Oui, mais moi, j'aurais fait comme ça, etc. Et progressivement, quand un collectif va bien, j'imagine que Damien Cru reviendra là-dessus tout à l'heure, il y a différentes meilleures manières de faire qui vont s'affronter. Et chacun va, plus ou moins discrètement, essayer les manières de faire de ses collègues. Ce qui fait que, progressivement, le collectif met à l'épreuve les manières de faire des autres, et les tests et les meilleures manières de faire vont survivre et vont intégrer les règles du collectif. Vous savez, avant les Jeux Olympiques de 68, tous les sauteurs en hauteur sautaient en rouleau ventral. Et puis est arrivé David Fosbury, qui a sauté sur le dos. Donc dans un premier temps, les juges ont dit c'est pas comme ça qu'on saute. Et puis ils ont vérifié, il n'y avait rien dans les textes qui interdisait de sauter comme ça. Et donc tous les autres se sont mis à essayer. Et comme on s'est aperçu que cette manière de sauter était plus performante, cette trouvaille individuelle est rentrée dans le patrimoine du collectif. Alors, en discutant de situations difficiles rencontrées, le collectif se construit progressivement une manière de réfléchir, un langage commun, des règles communes qui permettent donc de travailler ensemble. Et un collectif va aussi s'affronter sur qu'est-ce que c'est que du travail bien fait, qu'est-ce que c'est que la qualité du travail. Parce qu'en général, dans une situation de travail, il y a des règles contradictoires. Il faut faire vite, il faut faire bien, il faut faire en sécurité, etc. Et quand il n'est pas possible de satisfaire tous les critères, chacun va trier. Mais tout le monde ne trie pas de la même façon. Et donc, c'est très important qu'il y ait cette activité collective pour parler de cette manière de trier. Sinon, on aboutit à des clans, de ceux qui sont pour la qualité contre ceux qui sont pour la vitesse, etc. Un collectif, c'est très important parce que ça permet d'éviter d'être seul face à des situations qui n'ont pas été prévues par l'organisation du travail. Le collectif, c'est une ressource pour faire face aux situations qui n'ont pas été anticipées. Et il y a une phrase très célèbre de Jean-Pierre Darré, un sociologue, qui dit à propos du métier, le métier, c'est ce qui permet d'éviter d'errer tout seul devant l'étendue des bêtises possibles. Et le collectif, c'est aussi une histoire. Et donc, c'est une histoire d'accueil des nouveaux, où on leur transmet les règles du collectif. Le collectif soutient les arrivants, mais aussi il les cadre. Il a des exigences et il reconnaît progressivement ceux qui sont des siens. Voilà, donc si on résume la différence entre travail collectif et collectif de travail, donc travail collectif des gens qui ont un but commun, et le collectif de travail n'existe que parce qu'il y a cette activité collective, c'est-à-dire cette réflexion partagée sur les situations qu'on vit et la manière de les traiter, puisque les règles qui sont les règles formelles ne sont pas suffisantes pour traiter bien les situations. Donc cette activité collective, c'est cette réflexion collective du groupe sur les situations qu'il vit et qui va produire deux choses. Donc d'une part, des règles qui ne sont pas les règles officielles, qui sont les règles du collectif, des règles de travail en commun, des règles de travail bien fait. Et ceci va produire, va contribuer à la qualité, va contribuer à la sécurité et dans certains cas va contribuer à l'innovation, parce que le collectif a des idées. Et puis de l'autre côté, cette activité collective va contribuer à développer la vitalité du collectif. La vitalité du collectif, c'est comme la santé, ça se construit, ça se travaille, ça a besoin d'être entretenu. Et à son tour, cette vitalité du collectif va contribuer à la santé de ses membres. On avait, je crois, il y a 2 ou 3 ans, tenu ici une session qui portait sur les risques psychosociaux. Quand il y a un collectif qui permet de ne pas être seul face aux difficultés rencontrées, c'est une contribution à la santé individuelle. Alors en matière de sécurité industrielle, évidemment,
l'activité collective, Yvan le disait tout à l'heure dans sa présentation, c'est une contribution à la défense en profondeur. Par plusieurs voies, le collectif contribue à une identification de situations à risque qui ne sont pas couvertes par les procédures et donc permet que ça puisse faire l'objet d'un nouveau travail, d'une nouvelle réflexion, éventuellement de nouvelles règles. Le collectif contribue au partage des savoir-faire, notamment vis-à-vis des nouveaux arrivants. Le collectif cadre ses membres. Et quand il y a un collectif qui va bien, le guignol qui arrive et qui prend des risques, il ne va pas les prendre longtemps, parce qu'il fait prendre des risques à ses collègues. Et si le collectif tient la route, il va être très vite remis en place par ses collègues. Si un groupe supporte quelqu'un qui fait prendre des risques à ses collègues, c'est un collectif qui ne fonctionne pas bien. Donc c'est une source de formation pour les nouveaux entrants, on l'a dit. Et puis, je vous l'ai dit, c'est une puissante contribution à la prévention des risques psychosociaux. Donc l'activité collective, l'activité du collectif sur lui-même, c'est un réservoir d'intelligence notamment sur les situations imprévues, qui n'est pas totalement cadré par les règles et les procédures de l'entreprise, qui n'est pas totalement cadré par l'encadrement et qui doit pouvoir débattre avec les règles officielles de l'entreprise. Pour autant, les collectifs ne vont pas toujours bien. Et donc, il peut y avoir des sources de risques. La première source, c'est l'absence ou la détérioration des collectifs. D'abord, et c'est très fréquent actuellement, la détérioration par la démographie. C'est-à-dire que le groupe des vieux était un bon collectif, et puis les vieux partent en retraite, et ils sont remplacés par des jeunes qui sont allés beaucoup plus à l'école, qui ont des diplômes beaucoup plus élevés, mais qui n'ont pas vécu les tuyauteries ou les pompes, les vannes, etc., dans leur corps, comme l'ont vécu les vieux. Et souvent, l'organisation fait l'hypothèse que puisqu'ils sont allés plus à l'école, ça va aller. Mais ça n'est pas vrai. Et on a des familles d'accidents, y compris graves, qui sont liées à cette absence de transmission de la connaissance physique des installations qui étaient dans le corps des anciens et qui n'a pas été transmis aux jeunes. Parce que la vanne de droite et la vanne de gauche sont semblables, mais la vanne de gauche, il faut lui donner un tour de plus que la vanne de droite pour avoir le même débit. Les opérateurs connaissent leur vanne. Une autre source de difficulté, évidemment, pour l'existence des collectifs, c'est le fait qu'il n'y a pas le temps ou pas d'endroit pour se parler, en dehors de la réalisation du travail lui-même. C'est vrai notamment quand maintenant les opérateurs sont dispersés, interviennent sur des chantiers éloignés les uns des autres. Évidemment, le travail posté contribue aussi à rendre difficile le fait que tout le monde puisse se parler. Alors, le pire qui puisse arriver, évidemment, c'est quand les organisations du travail mettent les uns en opposition avec les autres, et notamment quand les processus d'évaluation mettent les uns en opposition avec les autres. Vous vous souvenez qu'une des causes de l'accident de Challenger, c'est que la NASA, qui avait été sommée de faire des gains de productivité, avait mis les équipes de R&D en compétition les unes avec les autres. Les gens parlaient de l'autre côté du couloir en disant l'équipe adverse. Et quand l'un possédait une information, évidemment, il ne la donnait pas à l'autre. Et puis, il y a aussi une source de risque avec les collectifs, c'est que les collectifs ont pu être très actifs il y a quelques années, et puis la technologie a évolué, ou l'organisation a évolué, ou les produits ont évolué. Et faute de dynamique continue, les collectifs sont restés à des règles qui ne sont plus les bonnes. Le collectif s'est fossilisé. Alors, il y a encore des règles très fortes, mais ce n'est plus les bonnes par rapport à l'évolution des installations. Deuxième source de risque, c'est la coupure entre, disons, le régler et le gérer. C'est la coupure entre le pilotage descendant de la sécurité, le SMS, tout ce qui est fait pour assurer la sécurité, et puis une certaine activité collective, mais ça ne communique pas. Et donc, il y a deux mondes de règles qui se développent, les règles officielles, et puis les règles de métier, les règles des collectifs, tout aussi solides éventuellement les unes que les autres, mais incompatibles entre elles. Et puis, troisième difficulté, bien évidemment, dans beaucoup d'organisations, on fait attention à
associer les instances représentatives du personnel. Mais associer, y compris sérieusement, les instances représentatives du personnel, ça ne se substitue pas au fait de reconnaître que les collectifs ont une activité. Et il ne suffit pas que des représentants du personnel soient légitimes dans leur mandat pour être compétents pour représenter la dynamique qui existe dans les différents collectifs, par exemple de métiers. Plusieurs organisations syndicales sont actuellement en train de solliciter des chercheurs pour travailler sur cette question, pour travailler sur leur capacité à écouter les salariés et les dynamiques collectives avant d'être porteurs de leur point de vue. Voilà. Alors vous me direz, évidemment, la vitalité des collectifs, ce n'est pas le management qui peut le décider. Ce serait bien sûr une très forte double contrainte de dire on vous donne l'ordre d'être spontané et d'avoir entre vous une activité qui nous échappe. Pour autant, le style managérial peut contribuer plus ou moins positivement au collectif. Le management peut manifester qu'il considère la vie collective, la vie des collectifs comme une ressource, ou bien manifester qu'il le vit comme un obstacle, Yvan disait, à cause d'une perception corporatiste des collectifs. Plus concrètement, l'organisation du travail peut favoriser ou empêcher les discussions collectives. Nous avons eu l'occasion avec Myriam de travailler dans une entreprise postée, où il y avait énormément de pauses café. J'en prenais vraiment beaucoup de pauses café. En fait, on s'est aperçu que ces pauses café, c'était les moments de synchronisation de gens qui travaillent dehors et dedans, sur les écrans, sur les installations. Et la nouvelle organisation qui était prévue allait supprimer simplement le fait que les gens puissent être tous ensemble à un moment au même endroit. Il est tout à fait certain qu'on aurait perdu en maîtrise de l'installation. Donc les simulations organisationnelles que nous avions faites avaient permis de le détecter et de le corriger. Alors évidemment, la manière dont on fait participer les salariés peut favoriser ou pas les collectifs. Il y a des manières de faire participer qui consistent à prendre un volontaire désigné d'office et puis à lui demander de représenter son collectif, mais quand on fait ça, on le met en difficulté. Parce que le point de vue collectif, il n'est pas toujours encore constitué, donc il faut permettre que les gens puissent se parler. Et évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, les formes d'évaluation peuvent dresser les gens les uns contre les autres. Donc pour terminer, si le management veut favoriser cette contribution positive des collectifs à la sécurité, le plus important, c'est probablement de favoriser des espaces de débat sur le travail. Donc on aura un exemple tout à l'heure avec Nicolas Touchet à ERDF. Juste pour introduire cette question, quand on parle d'espaces de débat sur le travail, ça veut dire des espaces qui sont naturellement inscrits dans l'organisation quotidienne, donc pas des usines à gaz, pardon pour ERDF. Pour que ça marche, on sait qu'il faut que ces débats portent sur des situations précises. Si on se dit « parlons des problèmes qu'on a », ça ne marche pas. Si on se dit « parlons du problème qu'on a eu vendredi avec telle installation où il s'est passé telle chose », ça a beaucoup plus de chances de marcher. Et évidemment, le problème, c'est que si on permet cette activité collective, si on la soutient, si on la favorise, ça génère des patates chaudes pour les managers, puisque les travailleurs travaillant ensemble détectent et font remonter un certain nombre de difficultés. Ça veut dire que ça peut marcher que si on accompagne ça de certaines marges de manœuvre décentralisées pour le management de proximité. Et puis aussi, et je pense que ce sera aussi présenté dans la présentation de RDF, on a besoin de boucles successives. Il ne suffit pas que les salariés, les opérateurs de base puissent travailler collectivement. Il va être nécessaire qu'il y ait des boucles de niveau supérieur pour que le management aussi puisse faire remonter des problèmes qui sont rencontrés collectivement par plusieurs managers pour que chacun ne reste pas tout seul avec ce que ce mouvement fait remonter. Et puis on sait aussi que pour que ça marche, c'est très important de reboucler, c'est-à-dire qu'il faut répondre à ces sollicitations remontantes. Il faut y apporter une réponse et il faut faire connaître la réponse qu'on y a apportée. Et puis dernière chose, vous savez que la culture de sécurité, on peut la faire évoluer, mais que ça prend du temps. De remettre en mouvement des collectifs dans des situations où ils ont été abîmés
par exemple par des politiques de sanctions ou par des politiques d'évaluation. Ça prend du temps, ça prend plusieurs années. Et de relancer ce mouvement, ça suppose de repartir concrètement sur des problèmes proches du terrain, d'y apporter des solutions grâce à ce mouvement, et ensuite d'aller vers des choses de plus en plus compliquées. Mais encore une fois, ça prend plusieurs années. Voilà, on va avoir plein de témoignages sur ces sujets. Je vous remercie de votre attention.